Le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier au Mali vient d'être promulgué par le président de la transition. Le chef de l'État a aussi reçu un rapport d'audit qui révèle que le secteur minier présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2000 milliards de francs CFA. Les signataires du pacte social et de croissance et son plan d'action au palais de Koulouba, ils reçoivent les félicitations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour leur engagement à apaiser le climat social. L'acte est perçu par le chef de l'État comme un signal fort qui met le Mali au-dessus de tout. Également dans ce 20h, cette visite de terrain du ministre de l'Industrie et du Commerce dans les 3 usines de production de ciment dans le cercle de Kati. Au menu de ce déplacement, la vision et l'ambition du gouvernement de faire du Mali un pays producteur de ciment par excellence. Focus santé, on parle ce lundi de la goutte, une maladie chronique qui s'attaque aux articulations. Parmi ces symptômes, des douleurs atroces, des rongeurs et également des rougeurs et des gonflements. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le secteur minier présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2000 milliards de francs CFA, chiffre révélé cet après-midi par un rapport d'audit remis au président de la transition. Le chef de l'État a également promulgué le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier au Mali, adopté récemment par le Conseil national de transition. Nous y reviendrons bien sûr dans ce journal avec Ibrahim Traoré. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a invité ce matin à Koulouba les signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance pour saluer leur acte patriotique à travers la signature de cette convention le vendredi 25 août 2023. Un signal fort qui met le Mali au-dessus de tout. Ces signataires sont les représentants de l'administration publique, les centrales syndicales et le patronat. Sira Batili. Un temps de reconnaissance au palais présidentiel de Koulouba. Il est consacré aux 17 signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a tenu à saluer de vive voix cet acte patriotique posé par les travailleurs à travers les syndicats, les employeurs du secteur privé en plus de l'État. La grogne sociale est donc mise entre parenthèses pour la patrie. Cet engagement collectif est d'une importance capitale, une décision de haute portée pour le Mali d'aujourd'hui qui fait face au terrorisme et aux défis de développement. Sachant qu'avec tout ce qu'on a comme problème de terrorisme, l'insécurité à travers les pays, on a besoin vraiment d'une stabilité sociale pour pouvoir vraiment faire face aux grands défis. Les défis de développement. Lorsque vraiment ce pacte a été signé, le président a jugé vraiment nécessaire de nous appeler, de nous remercier et encore davantage demander la contribution de tout chacun pour que les pays puissent sortir de cette situation. Et c'est pourquoi nous étions là ce matin. Au regard en tout cas l'entretien qu'on a eu avec lui, nous sommes convaincus que les choses vont marcher, les choses vont bouger. Les protocoles déjà signés seront mis en exécution, seront mis en œuvre. Et ensemble, désormais, c'est le dialogue qui va vraiment prévaloir. Au lieu d'arriver vraiment à un préavis de grève, encore à des discussions, à des grèves, je crois que ça ne serait plus le cas. Et en tout cas, nous avons dit, les syndicats, nous sommes engagés à défendre cette conduite. C'est simplement une poursuite du dialogue parce que, comme vous le savez, il y a toujours des divergences, mais l'essentiel, c'est de pouvoir se mettre autour d'une table et de pouvoir surmonter ces divergences. Donc, le chef de l'État nous a invités aujourd'hui pour nous remercier, pour nous féliciter et pour nous demander de continuer à avoir cet esprit de dialogue parce qu'après tout, la finalité de tout cela, c'est le bien-être des 22 millions de Maliens. Toute politique qui n'a pas pour objectif final d'améliorer le bien-être des Maliens est une politique qui est vouée à l'échec. Et nous, les partenaires sociaux, nous nous sommes tous engagés vendredi passé et nous avons réitéré cet engagement aujourd'hui en face du chef de l'État de continuer à dialoguer pour que nous ayons une paix sociale. Parce que cette paix sociale va garantir, disons, un état d'esprit, une tranquillité d'esprit, notamment pour nos forces armées qui se battent pour ramener
la sécurité sur l'étendue du territoire, mais aussi pour aller vers des institutions politiques beaucoup plus stables dans notre pays. Des lignes de conduite tracées donc pour une seule direction, celle du développement socio-économique au bénéfice des populations. Pour la bonne marche de la Convention, les centrales syndicales, les syndicats autonomes, le secteur privé et l'État misent sur le dialogue devant aboutir à la paix sociale et les différentes parties y feront recours aux besoins. Un pacte de stabilité sociale repose sur la confiance réciproque des acteurs. Et cette confiance renforce la mise en œuvre. Donc, remercier et recevoir l'ensemble des signataires du pacte et les remercier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça renforce la confiance et ça fait que les acteurs sociaux vont avoir confiance à l'État pour le reste du processus. Alors, que va faire l'État pour la suite, pour maintenir le cap? Pour maintenir le cap, on a un plan d'action décliné sur 5 ans, avec des actions à court, moyen et long terme, qui vont aller de 2023 à 2027. Et chaque année, il y a des actions qu'il faut mettre en œuvre. Et très rapidement, la suite, c'est... Rien ne sert de signer un papier et ne pas continuer. La suite, on va, dans les semaines à venir, très rapidement, mettre en place les organes qui sont prévus dans le pacte, notamment le comité d'orientation stratégique, mais aussi également le comité technique. Ils vont être créés, soit par décret, soit par arrêté, pour qu'on puisse se mettre très rapidement au travail et renforcer la confiance qui a été placée en nous par les partenaires sociaux. Le pacte de stabilité sociale comporte 7 chapitres émanant des recommandations des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. Il a à son programme une centaine d'activités et parmi elles l'adoption d'une politique de travail. Voilà, cérémonie de signature vendredi dernier au CICB du pacte de stabilité sociale et de croissance sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le pacte de stabilité sociale et de croissance a pour objectif de favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé et contribuer au progrès économique et social en vue de la réalisation de la justice sociale et du travail décent pour les masses laborieuses. Ont signé le document le gouvernement, le Conseil national du patronat, les 4 centrales syndicales, l'UNTM, la CSTM, le CDTM, la CMT et des syndicats libres ou autonomes, le SILMAN, syndicat libre de la magistrature, le SAM, syndicat autonome de la magistrature, le SNESUP, syndicat national de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le SINAG, syndicat autonome des greffiers et secrétaires de greffe, le SILMAN, syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, le SNAC, syndicat national des administrateurs civils de l'administration territoriale, le SILTA, syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères, le SYNTES, le syndicat national des travailleurs de l'enseignement secondaire, les SILEPMAN, syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali, le SNESEC, syndicat national de l'enseignement secondaire de l'État et des collectivités, et les SINEPSCO, syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités. Le secteur minier présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2 000 milliards de francs CFA, chiffre révélé cet après-midi par un rapport d'audit remis au président de la transition. Le chef de l'État a également promulgué le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier au Mali, adopté récemment par le CNT. Le point avec Ibrahima Traoré. Le symbole est fort et l'acte historique. La promulgation par le président de la transition de 2 importantes lois, le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier en République du Mali. 2 textes adoptés le 8 août dernier par le Conseil national de transition. Le geste est suivi par la présentation et la remise au chef de l'État du rapport final de l'audit du secteur minier. Son contenu est dévoilé loin des caméras, mais de sources officielles signalent que le document révèle plusieurs irrégularités à corriger dans le secteur minier, un secteur qui présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2 000 milliards de francs CFA. Les achats à l'international représentent environ 650 milliards de francs CFA contre seulement 250 milliards de francs CFA au plan national. Lorsqu'on a eu le premier rapport, donc le rapport provisoire, nous avons remarqué que nous avons beaucoup de failles
beaucoup de lacunes qui existent dans le code minier qui était en application, notamment le code minier de 2019. Donc, à la suite de cela, le président de la transition a demandé à ce que nous mettions un chronogramme en place pour essayer d'aller très rapidement sur la relecture du code de 2019 et de son contenu local afin de nous permettre de rattraper très rapidement les irrégularités, tout en continuant, tout en demandant au cabinet de poursuivre avec l'équipe technique pour que l'audit puisse se finaliser. Nous constatons à peu près les mêmes irrégularités que dans le rapport provisoire. Il y a quelques irrégularités qui ont été supprimées, certes, mais l'essentiel demeure et nous pensons que le manque à gagner tourne autour de 300 à 600 milliards de francs CFA. Donc les faits, s'ils sont établis, il s'agit pour nous de rentrer maintenant en deux étapes, de renégocier donc tout ce qui doit être renégocié et de demander à recouvrer ce qui peut être recouvré. Il est évident que nous établissons les faits, nous rentrons en négociation. Il est possible que nous obtenions 300 milliards, 400 milliards, etc. Mais tout cela va dépendre de la force de négociation et également de comment cela peut impacter la vie de ces sociétés. Parce que l'objectif n'est pas de casser des emplois, ce n'est pas de casser ces sociétés qui déjà font que le Mali a aujourd'hui 1900 milliards de chiffre d'affaires et contribue aujourd'hui pour environ 241 milliards au contenu local. Donc certes, ils font des choses, mais qui peuvent être améliorées entre autres. Ce rapport est classé par le président parce que c'est lui qui a commandité l'audit, donc le rapport lui revient de droit. Donc pour des raisons de confidentialité, c'est classé à son niveau. Mais nous pensons que les sociétés minières qui ont des interrogations pourraient donc s'adresser au département et au cabinet d'audit justement pour avoir de plus amples informations. Et au-delà de ce qui a été dit par mon collègue des finances, je pense qu'il y a quelques éléments encore sur lesquels on peut insister, notamment le fait que désormais, pour plus de transparence et pour plus d'inclusivité, les titres miniers seront signés par plusieurs ministres. Il y a aussi le fait que justement, le code minier prend en charge la question donc, du traitement par péage. Parce qu'autrefois, cet aspect n'était pas pris en compte, avait été négligé. Parce qu'il y a entre les mines, il y a souvent donc des ententes pour qu'une mine apporte son minerai justement vers une autre mine qui bénéficie d'avantages fiscaux. Et donc cela constitue donc pour faire le traitement à ce niveau. Et donc cela donc est à l'origine de beaucoup de pertes pour l'État. Ensuite, il y a aussi la base des calculs donc, de la taxe ad valorem. Anciennement, donc, dans l'ancien compte, c'était calculé sur la base donc, de la valeur caromine. Donc, mais aujourd'hui, avec ce nouveau code, ça va être calculé sur la base donc, de la valeur donc, en cours de l'or. L'application des recommandations de ce rapport d'audit devrait permettre de changer significativement la donne, avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des populations et au-delà, le développement durable du pays. Conviction du coordinateur de la mission d'audit. Il y a beaucoup de constats dont l'État pourrait tirer profit. C'est quand même une grande industrie qui donne quand même un chiffre d'affaires de près de 2 000 milliards, presque près du budget national en termes de chiffre d'affaires, mais qui a un potentiel qui doit être exploité parce qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est tirée par 3 sociétés sur 15. Donc les autres sociétés doivent suivre de façon effectivement à commencer à reverser des dividendes à l'État, de façon à ce qu'il soit rentable. Enfin, l'or du Mali est en passe de briller pour le grand bonheur des Maliens. De l'indépendance à nos jours, la contribution de l'activité minière dans l'économie nationale est toujours jugée en deçà des attentes, malgré les potentialités minières du pays. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale invite les frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali à revenir à la table des négociations dans le processus de paix en vue de surmonter les défis auxquels
par la voie du dialogue. Le gouvernement reste attaché à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ainsi qu'à l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord de la paix et de la réconciliation nationale s'est compté sur la compréhension de tous. Une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso était en visite de travail ici à Bamako. Les parlementaires du Faso étaient venus s'enquérir de l'expérience du CNT. Leur séjour a été marqué par une séance de travail avec quelques membres du CNT, puis ils ont été reçus par le premier responsable de l'organe législatif de la transition, le colonel Malik Diao. Aridou Matina. Une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso à Bamako pour une visite de travail. Les parlementaires burkinabés, durant leur séjour, ont été reçus par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Puis ont eu une séance de travail avec quelques membres du CNT. Notre objectif est clair, c'est de venir au niveau du Parlement malien, de nous enquérir des expériences enrichies du Parlement malien pour nous approprier de cela et améliorer nos expériences au niveau de notre Parlement. Tout comme le Mali, le Burkina Faso aussi est résolument tourné vers la refondation. Et ce processus ne peut réussir sans d'institutions fortes, notamment l'organe législatif qui contrôle l'action gouvernementale et vote les lois. Nous sortons de ces deux entretiens très satisfaits. Le premier entretien qui a consisté à présenter le Conseil national de transition du Mali nous a épatés. Et ça nous a permis également de savoir que nous avons des similitudes entre nos deux parlements. Mais cela également permettra de mettre à profit les petites différences qui existent entre le Parlement du Mali et le Parlement du Burkina. Et donc pour nous, c'est très positif. Et également avec l'entretien par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de transition du Mali, nous avons été encore plus satisfaits, au point où nous nous sommes sentis chez nous. La délégation parlementaire burkinabé était composée des membres de la Commission des finances et du budget et la Commission des affaires étrangères, défense et sécurité. Ce message de félicitations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao, et du ministre en charge des sports à l'équipe nationale des sourds-muets du Mali, victorieuse de la CAN zone CEDEAO Côte d'Ivoire 2023 hier dimanche. Tous saluent cette victoire par le score sans appel de 4-1, un honneur pour le peuple malien. Le président de la transition et le président du Conseil national de transition félicitent enfin le département des sports, le staff technique et l'ensemble des joueurs. Issa Kamfourou, ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies à New York, vient de faire une déclaration. C'est à l'occasion de la réunion du Conseil de secrétaire général des Nations Unies sur le retrait de la mission. Écoutons l'ambassadeur Kamfourou qui a partagé avec le Conseil de sécurité les observations du gouvernement du Mali sur le rapport d'étape du secrétaire général dans le cadre du retrait de la MINUSMA. Il est au micro de Garibou Pérou. Le gouvernement du Mali se réjouit que le Conseil de sécurité ait accédé à sa demande formulée en juin dernier et depuis, il travaille en étroite coopération avec la MINUSMA pour un retrait sécurisé et ordonné conformément au délai du 31 décembre 2023 décidé par ce Conseil. À ce stade de mon propos, je tiens à exprimer la surprise du gouvernement du Mali suite aux affirmations contenues dans les rapports et faisant état des restrictions de vol et de limitations d'importation imposées à la MINUSMA. Ces affirmations sont d'autant plus surprenantes qu'elles sont factuellement sans fondement et objectivement contraires à l'esprit constructif et de coopération que le gouvernement n'a cessé de manifester à l'égard de la MINUSMA et des missions dépêchées depuis le siège à New York. Le gouvernement se félicite de l'exécution de la première phase du retrait de la MINUSMA, au cours de laquelle 4 camps ont été rétrocédés.
si les transferts des camps à Ogosagou, Gundam et Menaka ont été pacifiques, le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé celui de Ber, au cours desquels des groupes armés terroristes ont engagé des actions hostiles pour empêcher l'occupation du camp par les forces de défense et de sécurité du Mali. Par ailleurs, le gouvernement attache une priorité des rangs élevés au traitement des aspects environnementaux du retrait de la MINUSMA et encourage la mission à poursuivre, voire à renforcer les mesures pour veiller à réduire l'empreinte environnementale de la mission, notamment à travers des visites conjointes d'inspection environnementale liées à la dépollution. À cet égard, je souhaite notamment que les conteneurs de sable contaminés laissés à Ber soient évacués en lieu sûr et bien traités, conformément aux normes des Nations Unies et à la législation nationale en la matière. La deuxième phase du retrait de la MINUSMA, qui commence dès le 1er septembre 2023, doit s'exécuter suivant le chronogramme convenu. Autant nous sommes ouverts au dialogue pour régler pacifiquement les questions ponctuelles qui peuvent se poser, autant nous tenons au respect strict des délais convenus pour le transfert des camps de Tessalit, d'Aguelor et de Kidal à l'État du Mali. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali n'envisage pas de prorogation du délai de départ de la MINUSMA au-delà de la date du 31 décembre 2023 fixée par la résolution 2690. Le retrait de la MINUSMA ne signifie pas la fin de la coopération entre la République du Mali et l'Organisation des Nations Unies. Le Mali demeure un membre à part entière des Nations Unies et, à ce titre, le gouvernement entend poursuivre sa coopération avec les programmes, les fonds et les agences du système des Nations Unies déjà présentes au Mali, y compris en continuant d'assurer leur sécurité et qui accomplissent par ailleurs un travail remarquable sur le terrain. Au moment où la MINUSMA se retire du Mali, il me plaît de saluer les efforts, parfois les sacrifices consentis par les personnels des Nations Unies pour aider le Mali à réaliser la paix et la stabilité. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères, tombées au champ d'honneur au Mali, et je donne l'assurance que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour identifier et traduire devant la justice les auteurs d'actes criminels contre nos populations civiles, nos forces et le personnel des Nations Unies. À Koulikoro, les préparatifs de la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l'école militaire interarmes vont bon train. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a assisté aujourd'hui à l'avant-dernière répétition de la cérémonie de sortie de promotion des nouveaux promus au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Il avait à ses côtés plusieurs personnalités, dont le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapri Sanogo. Djemba Moussa Konaté. C'est pour s'assurer de la bonne organisation de la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l'EMIA prévue pour le vendredi prochain que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, était ce lundi 28 août 2023 au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. À la place d'armes du dit centre d'instruction, le ministre a assisté à la répétition de tout le cérémonial marquant la sortie des nouveaux promus de l'école militaire interarmes EMIA. Cette cérémonie marque la fin de 2 ans de formation de 235 élèves officiers d'actifs du Mali et de 19 pays de la sous-région à Koulikoro. Nous sommes venus nous rassurer que le jour J, la cérémonie se déroula normalement. Nous avons regardé dans un premier temps les aspects sécuritaires, ensuite tout ce qui est cérémonial. Et dans l'ensemble, ça va, ça s'est très bien passé. Et nous avons donné quelques instructions pour que le jour J, le tout puisse être parfait. La prise d'armes, le baptême de la promotion, la présentation du major de la promotion, la prestation de serment, la présentation de la figure symbolique, le Kanaga de Mopti, une figure emblématique des Dogons, et le chant de la promotion ont été les temps forts de cette cérémonie de répétition. La 45e promotion de l'EMIA compte un Camerounais, 2 personnels de la Guinée-Conakry, 4 de la Mauritanie, autant du Tchad, 3 du Togo, 2 du Niger, 2 du Sénégal et 1 du Congo-Brazzaville. Le défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de répétition.
Visite de terrain aujourd'hui du ministre de l'Industrie et du Commerce dans les 3 usines de production de ciment dans le cercle de Kati. Une occasion pour Moussa Alassane Diallo de partager avec ses industriels la vision du gouvernement. Il s'agit de faire du Mali un pays de production de ciment par excellence. Envoyés spéciaux à Djago, Toumani Diabaté et Mamari Kone. Promouvoir l'industrie et la consommation locale à l'horizon 2026, telle est l'ambition du gouvernement du Mali. Une ambition partagée par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec les responsables des 3 usines de production de ciment du Mali lors de cette visite. Diamond Cement Mali est la première unité à recevoir la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Construite il y a plus de 10 ans à plus de 22 milliards de francs CFA, l'unité industrielle a une capacité de production de 700 000 tonnes de ciment par an. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus à la société Ciment et Matériaux du Mali, implantée depuis 2004. L'usine financée à hauteur de 20 milliards emploie 150 personnes. Elle a une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment par an. À partir du moment où nous arrivons à produire 2 800 000 tonnes, sur un besoin de 4 millions, ça veut dire que nous couvrons aujourd'hui 70% de nos besoins de consommation à travers ces 3 cimenteries. Ces 3 cimenteries, c'est aussi 250 milliards de chiffre d'affaires pour 990 emplois directs et 315 emplois indirects. Mais aussi et surtout, ces 3 cimenteries ont un programme d'investissement sur le court et le moyen terme. À l'échéance de 2 ou 3 ans, l'ensemble de ces 3 cimenteries vont produire plus de 4 millions de tonnes de ciment. Donc ça veut dire que dans 3 ans maximum, le Mali pourra être autosuffisant en production de ciment. Inauguré en 2016, Ciment d'Afrique Mali, CIMAF, a une capacité de 500 000 tonnes par an, extensible à 1 million de tonnes. CIMAF, qui est une cimenterie de dernière génération, au dire de ses responsables, est un investissement de 22 milliards de francs CFA. Elle ambitionne d'ouvrir une nouvelle usine à Sikassou. C'est un sentiment de joie et de fierté. Nous avons évoqué avec Monsieur le ministre le problème d'électricité, quand même qui est un problème que l'industrie malienne de façon générale connaît, et en particulier les cimenteries, parce que les cimenteries ont une forte demande en électricité. Et donc nous avons également demandé à Monsieur le ministre de nous accompagner dans les projets d'extension que nous sommes en train d'envisager maintenant. Dans les 3 usines, le ministre de l'Industrie et du Commerce a renouvelé l'appui, l'engagement et le soutien des autorités de la transition aux responsables avant de les inviter à respecter les normes. Vous avez assisté dans ces derniers temps, il y a énormément d'immeubles qui s'écroulent à Bamako et dans les régions. Je pense que le respect des normes est une exigence réglementaire à laquelle nous accordons une très grande importance. Pour mieux protéger les industries maliennes, le ministre a promis une lutte implacable contre la fraude et la concurrence déloyale avec l'appui d'autres départements ministériels. Le ministre a par ailleurs invité les 3 usines à apporter leur contribution dans la réhabilitation de la route en mauvais état. Et nous avons aussi demandé à ces 3 cimenteries d'avoir un comportement citoyen. Nous avons constaté que ces 3 cimenteries ont fortement dégradé la route et nous allons demander leur contribution pour que la route soit construite par eux. Ce sera une contribution citoyenne et je pense qu'ils vont comprendre notre position et j'espère très bien qu'ils vont accompagner le gouvernement à faire la route qui passe devant l'usine. Le ministre de l'Industrie et du Commerce les a enfin invités à veiller sur la sécurité des agents sur le lieu de travail. Au moment où les partenaires sociaux de l'État s'engagent à apaiser le climat social, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, renforce avec la continuité de ses œuvres sociales. Il vient de faire don d'un important lot d'intrants de dialyse au CHU du Point G. Boubacar Bablentouré. Véritable ouf de soulagement pour les dialysés du CHU du Point G. Ils viennent de bénéficier d'un important lot d'intrants pour la prise en charge des patients. Le geste s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Comme le président l'a dit, aucun Malien ne sera oublié. Aujourd'hui, c'est le tour des malades de Point G pour les intrants, pour les appareils de dialyse. On est venu remettre ces appareils de dialyse par solidarité. Par solidarité pour tous les Maliens, comme dès le début de la transition, le président l'a démontré, sa solidarité envers tous les Maliens. C'est dans ce cadre-là qu'on est ici. Nous venons de recevoir un lot d'intrants constitué de cartouches de bicarbonate, de bibac spécial, de bibac ordinaire et de sel de régénération. L'impact, c'est surtout
assurer la continuité des soins, mais aussi améliorer la qualité de survie des malades dialysés. 2 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'État injecte par an dans la prise en charge des patients. Outre cela, l'État assure aussi la prise en charge gratuite de plus de 350 personnes atteintes d'insuffisance rénale. Pas plus que le jeudi, la dialyse était arrêtée de 6h à 15h pour manque de matériel de dialyse. Nous remercions infiniment le président de la République. Très content de ce geste-là. Hier, lorsque nous avons mis ça sur nos groupes WhatsApp, nos malades ont passé toute la nuit à envoyer des remerciements au président de la transition. On était en phase de ne pas faire de dialyse à partir d'aujourd'hui au point G. On le remercie et le ministère de la Santé prend l'engagement que tout cela sera bien géré et le problème de la dialyse, qui est un problème crucial de santé publique, sera géré même en amont, parce qu'on fera tout pour faire des communications, parce que la dialyse, c'est la finalité. Avant d'arriver à cette dialyse, toutes les dispositions seront prises pour que les gens comprennent tout pour ne pas arriver à la dialyse. Le ministre en charge de la Santé a profité de la remise pour visiter les patients avant de constater le stock d'intrants disponible. Voilà, une bonne nouvelle pour les malades dialysés du point G. Le ministre de la Santé et du Développement social était à Mopti, dans la Venise malienne. Colonel Assaba Diallo s'est rendu dans les différentes structures de santé. Elle a échangé avec les agents et visité les blessés de guerre. Idrissa Keita. Première étape de cette visite du ministre de la Santé et du Développement social à Mopti, l'hôpital Somino Doulo. Ici travaillent 204 agents, dont 45 médecins répartis entre 16 services. Le ministre a salué le courage et le dévouement des agents pour mieux répondre aux attentes de la population de la 5e région. Nous avons évoqué, c'est surtout l'engagement du personnel, la disponibilité du personnel vu le contexte actuel de cette région. Donc c'est un personnel totalement disponible, un personnel totalement engagé qui est là pour assurer la prise en charge des populations en général et pour assurer la prise en charge des blessés de guerre en particulier. On a fait une visite de courtoisie, nous enquérir de leurs problèmes, les féliciter aussi et les encourager. Et ensemble, on va essayer de trouver des solutions aux différents maux. L'hôpital Somino Doulo, il reçoit beaucoup d'équipements. Ils auront notamment un second scanner, un nouveau bloc opératoire pour être indépendant. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus successivement à la direction régionale de la santé et au centre médical de garnison de l'armée de terre. Beaucoup a été fait, mais il reste aussi beaucoup. Dans ce contexte, avoir le courage de venir nous rendre visite et aller jusqu'au niveau de Badiangara avec nous, donc ça nous réconforte beaucoup. Cette visite va nous apporter beaucoup de choses. D'abord, nos blessés qui sont déjà très contents de l'arrivée du ministre à leur niveau qui est venu leur rendre visite. Et nous aussi, ça va nous encore encourager davantage dans la prise en charge de ces blessés. Et le ministre de saluer le courage des agents malgré la situation sécuritaire. Malgré les maigres moyens, c'est des personnels très engagés qui travaillent au quotidien pour alléger la souffrance de tous ceux qui sont en train d'avoir beaucoup de mal pour le Mali. Donc c'est le lieu de les remercier, de les féliciter pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et le ministre de rassurer enfin ses interlocuteurs quant à l'amélioration des plateaux techniques et des conditions de vie et de travail des agents relevant de son département. Nous restons au centre du pays pour parler de cette autre visite ministérielle. Il s'agit du déplacement du ministre en charge de la jeunesse dans la région de Badiangara, apporte le message de soutien et d'encouragement des autorités de la transition aux jeunes et aux populations déplacées de la région. Tel est le but de cette visite. Omar Maïga. C'est par la visite des chantiers de la Maison des aînés et du siège du Conseil régional que le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et celui de la santé et du développement social ont entamé les activités dans la région de Badiangara. À la Maison des jeunes, ils étaient plus d'une centaine de jeunes et des déplacés internes des communes de Barassara et de Pignari à prendre part au cadre d'échanges sur les incidents malheureux en lien à l'insécurité et la nouvelle vision du département en charge de la jeunesse. Vous connaissez la situation qui est arrivée ici. C'était une situation difficile. Les autorités, le président de la transition, le Premier ministre ont bien voulu à ce que nous soyons là pour témoigner aujourd'hui
de toute la sympathie et, du président de la transition et du Premier ministre par rapport à cette situation. Ce qui affecte aujourd'hui Bandiagara affecte également nos autres autorités. Les personnes déplacées internes des zones en proie à l'insécurité occupent une place de choix dans l'activité gouvernementale. Il y a également certains acteurs des localités qui se sont mis ensemble, des jeunes pour la plupart, des jeunes entrepreneurs également qui se sont mis ensemble et qui ont décidé à ce qu'on fasse un geste pour Bandiagara. Nous savons que tous ces dons-là ne règlent pas le problème. Mais une chose est importante et certaine, c'est que Bandiagara et toute la population, toute la communauté ici doit comprendre que le président, vraiment, il a le souci à ce que ce soit bien fait, à ce que les choses retournent à la normale. Et le travail est en train d'être fait dans ce sens. La jeunesse est le socle du développement. Pour ce faire, 3 axes prioritaires seront au cœur des activités du département. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté. Faso Bara, Nedjoro. Quel est le rôle aujourd'hui dans la construction du pays et quel est le rôle de la jeunesse dans cela? Le second, c'est le village des opportunités. Nous savons qu'aujourd'hui, il est difficile pour un État de recruter tous les jeunes, mais on doit pouvoir mettre des cadres qui vont permettre à ces jeunes-là de s'épanouir économiquement. L'axe 3 qui est le sport citoyen. Le sport, c'est la santé, mais en même temps, le sport, c'est aussi la cohésion. Le sport, c'est aussi un appui par rapport à la réduction de la délinquance juvénile. La minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires, la visite aux notabilités ont été quelques axes forts de la visite des ministres de la Jeunesse et des Sports dans la région de Bandiagara. Les déplacés internes de la commune de Ménaka ont reçu des kits de dignité dans le cadre d'un programme initié par les autorités pour appuyer les associations victimes du départ de certains partenaires. Il s'agit de la distribution des kits composés de voiles, des chaussures et des nattes aux jeunes. Mohamed Lamine Maïga. Composé des autorités communales et du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le comité de pilotage a ainsi sélectionné les bénéficiaires de ces kits de dignité. Je pense honnêtement que ces kits-là vont jouer une grande part sur l'influence et la dignité de l'être. Bien qu'on aime le côté alimentaire, mais le côté vestimentaire aussi est important. Le projet de soutien, d'accompagnement, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes et femmes PDI de la commune de Ménaka permet de soulager les besoins des personnes déplacées internes. Ces kits composés de voiles, chaussures, sous-vêtements, torches, savons, nattes, mouilloirs, peignes et seaux en plastique permettront sans nul doute de soulager les besoins humanitaires des 10 bénéficiaires. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour avoir initié ce programme. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme spécial d'aide aux associations et fondations victimes de l'arrêt du financement de certains partenaires. Le chef de la diplomatie malienne a reçu successivement cet après-midi le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel, la mission conjointe PAM-UNICEF, une série de visites suivies par notre reporter Boubacar Kanounté. La première séance de travail a concerné Leonardo dos Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Le départ de l'amunissement, le processus de l'accord d'Alger, la promotion du dialogue inclusif ont été évoqués sans détour. L'objectif, c'est d'accompagner l'évolution de la situation politique, économique et sociale du pays dans le cadre des relations entre le Mali et les Nations Unies, la famille des Nations Unies. Et particulièrement dans ce moment où la mission, la MINUSMA, en retraite. Donc il faut échanger avec le gouvernement dans le futur, comment pourront travailler ensemble. Il y a un processus interne qui est à bon chemin. Une mission conjointe PAM-UNICEF dans nos murs, comment protéger les systèmes des Nations Unies pour l'acheminement des vivres dans les zones difficiles après le départ de la troupe onusienne. Nous sommes là pour réitérer l'engagement des Nations Unies au niveau du Mali, pour dire qu'il y a un retrait de MINUSMA, mais que le travail des Nations Unies au Mali continue, le travail au niveau de l'appui à l'humanitaire, mais aussi au développement. Et nous voulons coopérer de façon étroite avec le gouvernement malien pour continuer ce travail au service de la population malienne. On a discuté du fait qu'il est important que la sécurité soit sur place, ce soit important pour notre présence
dans les différentes parties du pays, y compris le nord, pour l'acheminement des vivres et des denrées et des différents intrants qui sont nécessaires. Le chef de la diplomatie malienne a rassuré ses interlocuteurs par rapport aux avancées spectaculaires enregistrées en matière de la sécurité et leur accompagnement dans tout le processus de retrait de la MINUSMA au Mali. Le ministre en charge des Sports a rencontré cet après-midi les jeunes issus des 5 cercles de la région de Tombouctou. Il s'agissait pour les jeunes de cette contrée de remercier le président de la transition pour l'acquisition du futur stade de Tombouctou. Sirakatou Sissé. Dès l'annonce à Kay en juillet dernier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, de doter la région de Tombouctou d'un stade ultra-moderne, les jeunes des 5 cercles, Gundam, Gourmararous, Direy, Niafenke et Tombouctou, à travers leur conseil communal, sont à Bamako pour dire merci au chef de l'État. Le stade, ça fait des années que le public sportif de Tombouctou le demande. Et Dieu merci aujourd'hui, ce n'est plus une promesse, c'est un acte. Donc vraiment, nous avons tenu aujourd'hui de venir vraiment remercier le ministre, remercier les plus hautes autorités, en nos classes, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, pour cette belle initiative et qui va contribuer à stabiliser la région. Le sport, c'est le moyen le plus sûr pour nous, les jeunes de la région de Tombouctou, qui va permettre d'amener la paix autour d'un idéal commun pour que nous puissions avoir une jeunesse stable. Ce geste du chef de l'État, fort de symbole, est un cadeau inestimable pour les jeunes de la 6e région. Et je pense que c'est une décision qui est exceptionnelle, qui est extraordinaire dans la mesure où non seulement c'est une satisfaction pour la jeunesse, c'est une satisfaction pour le monde du sport, mais c'est une satisfaction en réalité pour le développement même de la communauté de Tombouctou. Et aujourd'hui, le témoignage qui est là, avoir tous les cercles de Tombouctou, de la jeunesse de Tombouctou, représentés ici, qui ont fait le déplacement et qui sont venus spécialement pour dire merci. Ces jeunes de tous bords réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. La région de Tombouctou va accueillir en 2025 la Biennale artistique et culturelle. D'ici ce rendez-vous, les jeunes veulent accélérer la cadence de la mobilisation. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a reçu aujourd'hui une délégation de l'UEMOA au centre des échanges. Le schéma organisationnel est type d'institutionnalisation du genre INABA. L'exercice de ce lundi consiste à échanger sur le schéma organisationnel et institutionnel du genre dans les ministères et les institutions des 8 États membres de l'UEMOA. Pendant une semaine, la délégation de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest aura des échanges approfondis avec les cadres du ministère de la promotion de la femme, des échanges qui aboutiront à la finalisation du dit schéma. À l'issue d'un diagnostic qui a été conduit par la Commission pour voir comment, dans l'ensemble des États membres, les mécanismes institutionnels chargés de porter cette question du genre impactent le genre dans les politiques sectorielles, il est apparu que ces mécanismes sont d'une efficacité limitée. C'est la raison pour laquelle la Commission de l'UEMOA, d'une manière participative avec l'ensemble des États membres, a élaboré ce schéma type, qui est un dispositif type, qui donne les instances clés qu'il faut mettre en place dans une administration pour pouvoir intégrer la sexospécificité dans l'ensemble des politiques sectorielles. Ce dispositif a été adopté en 2022. Aujourd'hui, l'heure est à la phase de dissémination de ce schéma. Je me réjouis de la décision du Conseil des ministres qui a adopté un schéma organisationnel type d'institutionnalisation du genre, STIG, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie genre de l'UEMOA pour la période 2023-2027. Cette décision vise à doter les États membres des mécanismes pertinents pouvant assurer l'effectivité de la transversalité du genre dans l'ensemble des départements sectoriels afin d'œuvrer à la réduction des inégalités dans tous les secteurs. Malgré la ratification de plusieurs traités et instruments juridiques internationaux et nationaux, la problématique de la participation des femmes demeure dans notre pays.
Près de 15 milliards de francs CFA, c'est le coût total du projet FIDV Futur Sougou-Iriwa zone Delta. C'est un accord de coopération quinquennale financé par l'Agence des Nations Unies pour le développement international USAID. Il vise à renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales des cercles des régions de Mopti et de Tombouctou. Les responsables du projet étaient réunis ici à Bamako pour partager les avancées Inaba. Cette initiative du projet FIDV Futur Sougou-Iriwa de la zone Delta à l'endroit de ses bénéficiaires vise à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Les acteurs venus des zones d'intervention du projet sont réunis pour un apprentissage et un partage d'expérience. Le coût total du projet est estimé à près de 15 milliards de francs CFA et sur 5 ans. Sougou-Iriwa fournit un coaching de proximité et de mentorat à certaines organisations de producteurs et unités de transformation agroalimentaire sur les techniques de réponse aux appels d'offres institutionnels. Grâce à cet effort, environ 10 organisations de producteurs ont pu décrocher des contrats institutionnels pour une valeur de plus de 128 millions de francs CFA. Environ 55% des femmes bénéficiaires de l'activité Sougou-Iriwa ont activement participé à des activités leur permettant d'améliorer leurs ressources économiques productives. Le projet Sougou-Iriwa est financé par le gouvernement américain à travers l'Agence pour le développement international USAID. Pour pouvoir maintenir et améliorer les résultats du projet, nous devons apprendre de nos expériences sur le terrain et intégrer cet apprentissage dans tout ce que nous faisons ensuite. J'espère que l'opportunité que vous êtes offerte aujourd'hui vous permettra à dégager et discuter les défis, identifier les leçons apprises et proposer des recommandations pertinentes. Au vu de ces résultats et de l'impact au sein de la zone Delta, Sougou-Iriwa s'est au fil de la mise en œuvre positionné comme l'un des programmes les plus dynamiques de notre pays. Les populations sont de plus en plus satisfaites des apports du programme qui impactent directement leur vie, leur résilience économique et le développement de leur communauté. FIDV Futur Mali Sougou-Iriwa touche les femmes et les jeunes des régions de Mopti et Tombouctou. En troisième région, l'art, association des ressortissants de Doumanaba, fait de la culture sa boussole et son levier de développement. Elle vient de respecter la traditionnelle fête annuelle Senoufo du Pori autour du thème cohésion sociale, réconciliation et vivre ensemble. Moussokoro Sereme et Suleiman Bamba. Des manifestations folkloriques fondées sur des instruments de prédilection du terroir, accompagnées des pas de danse pour exprimer la bravoure des cultivateurs, des chasseurs et des guérisseurs, entre autres. Ce sont ces prestations qui ouvrent le bal des activités de l'édition 2023 du Pori, fête traditionnelle propre à la culture Senoufo et célébrée dans la commune de Doumanaba depuis 2 siècles. Le rendez-vous de l'ARD, Association des ressortissants de Doumanaba, regroupe les 8 villages de la localité autour de la structuration harmonieuse des sociétés secrètes initiatiques. C'est un moment de retrouvailles, un moment de convivialité et d'échange. Selon ce que nos parents nous ont dit, c'est le moment pendant lequel nous allons souvent bénéficier des secrets. Nous rencontrons nos arrière-parents qui avaient déjà édicté des informations à nos parents. Nous profitons pour aller à côté d'eux les nuits et récolter ce qui nous manque. L'édition 2023 de la fête du Pori est placée sous les signes de la cohésion sociale, de la réconciliation et du vivre ensemble au Mali. Cette fête traditionnelle s'inscrit dans une dynamique de communion, de solidarité, de fraternité, de raffermissement des liens séculaires entre les fils et les filles de Doumanaba. C'est ce que les autorités de la transition recherchent vivement en ce moment au Mali. Que les Maliens se retrouvent, s'unissent et vivent ensemble comme l'ont fait nos ancêtres. Et nous souhaitons que ce festival soit pérenne. La fête traditionnelle du Pori de Doumanaba est une occasion pour le maire de la commune de présenter les bilans de ses recouvrements, d'exposer les potentialités non encore exploitées de la localité et de faire des doléances dont l'électrification et la construction d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires.
Des doléances qui seront remontées à qui de droit assure l'autorité régionale qui avait à ses côtés son homologue de Koulikoro, Lamine Kapori Sanogo, non moins ressortissant de la localité. En plus de son aspect culturel, l'événement qui dure 4 jours sera aussi marqué par des activités sportives comme les matchs de football et les courses cyclistes. Des douleurs atroces, des rougeurs et un gonflement des articulations, souvent du gros orteil. Voilà les possibles symptômes de la goutte, une maladie chronique qui s'attaque aux articulations. Quelles sont les causes de cette maladie et quelles sont les conduites à tenir? On en parle dans Focus Santé avec Barakissa Ouattara et Gaussou Achtouré. Si pour beaucoup la goutte est une maladie qui touche essentiellement les personnes âgées, elle peut aussi toucher les jeunes et les personnes en surpoids. L'excès d'acide urique à l'origine de la goutte peut avoir plusieurs causes, parmi lesquelles une alimentation déséquilibrée, une consommation trop importante d'alcool et certains médicaments. La tuberculose est très fréquente chez nous. Un médicament qui est utilisé dans la tuberculose peut augmenter l'acide urique et provoquer des gouttes. Généralement, quand on arrête le médicament, la maladie guérit spontanément. Toutes les maladies où il y a beaucoup de cellules produites, donc en l'occurrence les cancers, sont susceptibles de provoquer ou de s'accompagner de gouttes. Et les traitements anticancéreux qui détruisent les cellules produisent aussi la goutte. Et quelque chose de très particulier qui est on va dire en rapport avec notre spiritualité généralement, c'est le jeûne. Observé dans la religion musulmane aussi bien que catholique. Et ce jeûne, le fait de rester de façon prolongée sans manger, on utilise ses propres cellules, donc on les tue pour se nourrir et la destruction de ces cellules provoque réellement l'augmentation de l'acide urique qu'on appelle la goutte. Parmi les aliments déclencheurs de la goutte, l'on note. Et dans l'alimentation, c'est essentiellement les aliments qui sont riches en protéines, donc particulièrement la viande rouge. Dans toutes les viandes, il y en a, les protéines, mais il y en a qui en contiennent beaucoup plus que d'autres. La viande rouge, donc le bœuf, le mouton, quelquefois les gens disent la viande de mouton, etc. Non, c'est toutes les viandes rouges. Les abats et les viscères, c'est un peu moins rouge, ça en contient moins. La volaille, le poisson en contient moins, c'est pourquoi c'est des viandes blanches, on les conseille. Le lait, c'est quasiment de la viande, c'est des protéines, ça en contient. Les œufs, c'est pareil. Et quelque chose d'autre qui n'est pas très fréquent dans notre alimentation, mais avec l'industrialisation et les progrès, le chocolat qui est beaucoup utilisé. La goutte est très fréquente au Mali. Selon les spécialistes, elle toucherait plus les hommes que les femmes. Et la crise de goutte se manifeste très souvent par des vives douleurs au niveau des articulations. Très souvent, l'articulation, le gros doigt du pied, qui s'enfle, qui perturbe le sommeil. Le matin, on a du mal à sortir du lit. Quelquefois, on a des difficultés pour marcher. Et c'est une maladie qui touche beaucoup plus les hommes mûrs que la femme, parce que la femme est protégée jusqu'à la ménopause par une hormone qu'on appelle l'estrogène, et beaucoup moins les enfants, parce que chez les enfants, c'est beaucoup plus les cas héréditaires. La goutte n'est pas mortelle. En revanche, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. La goutte peut aussi provoquer une insuffisance rénale et vice-versa. La priorité principale consiste à soulager la douleur et à interrompre la crise aiguë. Par rapport au traitement, c'est 2 volets. Prendre en charge la douleur et donner un traitement de fond. Le traitement de fond, c'est les médicaments qui vont empêcher qui vont garder, on va dire, le taux d'acide urique à un taux normal. La goutte peut aussi être héréditaire. Grâce à un diagnostic et un traitement précoce, il est possible d'éliminer la goutte, de prévenir les dommages articulaires et de mener une vie normale, mais à condition de respecter les consignes sanitaires en la matière. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.